Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Conseil by PRH Solutions. Pendant 45 minutes, nous allons explorer ensemble un sujet aussi stratégique que sensible, les formes et stratégies de rémunération. Donc, dans un contexte où les entreprises cherchent à concilier pouvoir d'achat des collaborateurs et maîtrise de la masse salariale, la clé se trouve souvent dans un équilibre intelligent, valoriser la rémunération globale sans alourdir les cotisations sociales des entreprises. Et une nouveauté majeure vient s'ajouter cette année, enfin l'année prochaine, la loi sur la transparence et l'égalité salariale, qui va transformer la manière dont les entreprises communiquent et structurent leur politique de rémunération. Alors, pour vous aider à y voir plus clair dans tous ces dispositifs, j'ai le plaisir d'accueillir Jules Magnon. Bonjour Jules. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Donc, Alexandre. tu es juriste spécialisé en droit social et tu vas assurer la présentation aujourd'hui de ce webinaire. Exactement. Et Déborah Iglesias en back-office. Bonjour Déborah. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc également juriste spécialisé en droit social au sein de notre service conseil. Et toi, tu vas répondre aux questions en direct dans le chat. Exactement, n'hésitez pas. Ok. Donc, vous allez surtout aider les participants à décrypter les leviers les plus efficaces pour construire une stratégie de rémunération attractive, mais surtout, on l'a déjà expliqué, exonérée de charges. Et en attendant que les derniers participants se connectent, je vous propose déjà de partager le sommaire de ce webinaire. Oui, tout à fait Alexandre. Et le voici. Alors, comme je vous le disais, on va ouvrir avec une nouveauté 2026, donc la loi sur la transparence salariale et l'égalité salariale. Nous passerons ensuite en revue les titres de paiement et nous verrons bien sûr la participation aux dépenses privées, la participation aux dépenses professionnelles, l'épargne salariale et enfin on terminera avec les contrats collectifs. Alors ce webinaire, on l'a vraiment voulu le plus interactif possible. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet QR qui se trouve en haut de votre écran. Déborah est connectée donc en back-office pour vous répondre en direct. Et bien sûr, on terminera le webinaire avec une session de questions-réponses en direct. Alors, je regarde rapidement où est-ce qu'on en est au niveau des connexions. Je vois qu'il n'y a plus personne qui est en cours de connexion, on va pouvoir débuter. Et pour commencer, on va s'intéresser vraiment à l'actualité du moment. Donc, la loi sur la transparence salariale, cette réforme, une nouvelle fois inspirée de l'adaptation d'une directive européenne, marque un tournant majeur pour toutes les entreprises. Julien, je pense que c'est comme ça qu'on peut le résumer. Elle va progressivement obliger les entreprises à communiquer sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et surtout à justifier les écarts persistants. Mais au-delà du reporting, cette loi va pousser les entreprises surtout à revoir la cohérence interne de leur grille salariale et à renforcer leur politique de transparence. Mais pour l'instant, Jules, c'est qu'une expectative. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc, on va voir ensemble un petit peu le contenu de cette transparence en fait des salaires. Alors, la première chose, c'est ce qu'a dit en clair Alexandre, c'est qu'il s'agit d'une directive européenne et l'État français, tout simplement, va être obligé de transposer cette directive d'ici le 7 juin 2026. Donc, l'année prochaine, d'ici le 7 juin 2026, l'État devra avoir mis en place cette directive européenne. Alors, cette directive européenne prévoit un certain nombre d'obligations, en clair, et on va voir que, à partir du moment où c'est une directive, bien que l'État en ait l'obligation, ça ne sera pas nécessairement le cas, c'est-à-dire que l'État, on va voir s'il va la transposer ou pas. Il y a de fortes chances qu'il le fasse. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité à l'heure actuelle. On sait que ça penche effectivement vers la transposition de cette directive, vers la mise en place de cette transparence des salaires, pour éviter un petit peu ce qui s'est produit avec l'acquisition des congés payés en arrêt maladie, où on a dû appliquer la directive en fait en catastrophe avant d'être condamné en France. Donc, la transparence des salaires, on va le voir, la directive prévoit des changements, attention, pour les entreprises de 50 salariés et plus. Ce sont ces entreprises-là qui sont concernées. Si vous êtes en dessous, voilà, il y a moins à craindre d'évolution. Alors pourquoi il y a moins à craindre d'évolution? Parce que c'est une directive, on va voir si la loi déjà va passer, quel va être le contenu de cette loi, etc. C'est pas encore sûr à 100%. En tout cas, si l'État veut se mettre en conformité
il est prévu que désormais en France, pour le recrutement, il y aura une obligation de fournir la fourchette de rémunération avant, en clair, la négociation du salaire avec les candidats. Donc, quand vous allez publier une offre d'emploi, il y aura l'obligation, en clair, de fournir la fourchette, une fourchette de rémunération. Deuxième élément en termes de recrutement, l'interdiction désormais de demander l'historique salarial du candidat. Vous n'aurez plus la possibilité en tant qu'employeur, quand vous recrutez des salariés, de demander leur salaire antérieur, pour donner un ordre d'idée dans la négociation à venir. Pour l'information des salariés, c'est-à-dire là, on parlait des candidats, on passe aux salariés. Il y a un droit qui va être créé, enfin en tout cas qui existe dans cette directive, c'est le droit pour le salarié d'obtenir les niveaux moyens de rémunération ventilés par sexe pour des emplois équivalents. En clair, donc un salarié serait en droit d'obtenir, s'il le demande, pour un emploi équivalent, ben, le niveau moyen, la moyenne des rémunérations. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est un droit, c'est pas une obligation pour l'employeur, mais c'est un droit pour le salarié. Donc ça sera effectivement au salarié de demander à l'employeur. Donc là-dessus, pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Par contre, il existe bien une obligation. L'obligation, c'est un, de répondre aux salariés, bien sûr, sur ces niveaux moyens de rémunération, mais deux, également, en tant qu'employeur, d'informer ses salariés au moins une fois par an de l'existence de ce droit. Donc pour l'instant, l'obligation sera simplement d'informer les salariés qu'ils peuvent demander en fait la communication des moyennes des salaires. Il y a également un troisième point, l'interdiction des clauses de confidentialité salariale. En clair, il n'y aura plus la possibilité de mettre dans les contrats de travail le fait que le salarié ne doit pas révéler son salaire. Mais cette interdiction, en tout cas de clause des confidentialités de salaire, à ce niveau-là, ne joue que pour l'exercice du droit à l'égalité de rémunération. Enfin, ne pourra, comment dire, on pourra être exempté de cette clause de confidentialité pour l'exercice du droit à l'égalité de rémunération. Donc voilà à ce niveau-là ce que l'on pouvait dire. Pour la publication des données, alors il faut savoir qu'il existe déjà des données à ce niveau-là. C'est tout simplement l'index égalité homme-femme. Et on va voir que l'index égalité homme-femme, qui est en pratique au niveau de l'Union européenne, ne correspond pas à celui que vous appliquez à l'heure actuelle en France. Dès lors, si effectivement on transpose la directive, Alexandre, eh bien, on va devoir publier des données sur les écarts de rémunération hommes-femmes tous les 3 ans pour les entreprises de 100 salariés et plus. Et pour les entreprises de 250 salariés et plus, ça sera tous les ans. Donc, à ce niveau-là, il est fort à parier qu'il y ait une remodélisation de l'index égalité homme-femme en 2027, puisqu'on sait déjà que l'index égalité homme-femme français sera applicable pour l'année 2026. Donc, si une loi vient à passer durant l'année 2026, l'index en clair européen sera obligatoire en 2027. Donc, voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ce point, donc sur ces obligations qui pourraient être créées. Je dis bien pourrait parce qu'on parle au conditionnel, bien sûr. Sur l'égalité homme-femme, il faut même préciser un point, c'est que si l'écart de rémunération est d'au moins 5%, il va y avoir une obligation de corriger cet écart dans les 6 mois. En tant qu'employeur, vous allez avoir l'obligation de le corriger. Et vous allez avoir effectivement cette deadline de 6 mois. Si vous ne le faites pas, que se passe-t-il? Il va y avoir une évaluation conjointe des rémunérations à mener avec les instances représentatives du personnel, avec les représentants du personnel, donc en clair, le CSE ou un éventuel délégué syndical, qui devra être effectué, mais également communiqué aux salariés, aux instances représentatives du personnel et aux autorités de contrôle compétentes. Dernier point important, puisque parmi les autorités de contrôle compétentes, en clair, ça va être l'inspection du travail. Donc, à ce niveau-là, pas de sanction pour l'instant, mais un souci de communication.
en clair, à l'inspection du travail. Donc voilà un petit peu le récapitulatif de cette directive sur les transparences des salaires. Merci beaucoup, Julien. On voit bien qu'avec la prise en compte en fait de cette directive européenne, les stratégies des rémunérations vont vraiment être au cœur des priorités RH en 2026. C'est la raison pour laquelle on voulait vous présenter aujourd'hui les principaux dispositifs exonérés de cotisations que vous pouvez intégrer à votre stratégie et qui peuvent avoir des impacts concrets et corriger certains écarts de rémunération. Alors, premier levier concret, on les connaît tous, c'est les titres de paiement, comme les titres restaurants, les chèques cadeaux ou culture. Autant de dispositifs en fait exonérés de cotisations sociales et fiscales, bien sûr à chaque fois dans la limite de plafonds légaux. Ces avantages sont quand même relativement simples à déployer, très appréciés par les collaborateurs et permettent d'augmenter le pouvoir d'achat net sans impacter la masse salariale brute. Alors un double gain qui va à la fois toucher l'attractivité RH et l'optimisation budgétaire. Alors Julie, est-ce que tu peux entrer dans les détails de ces dispositifs, les montants à respecter, bien sûr, les conditions d'attribution et les bonnes pratiques à appliquer? Tout à fait. Alors vous allez le voir apparaître à l'écran. Donc on va commencer par les chèques cadeaux, tout simplement. Les chèques cadeaux, donc il y a un plafond qui est limité. Vous allez le voir en haut, vous aurez toujours le petit libellé. Lorsque le montant global, en tout cas de l'ensemble des bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une seule année civile, ben, ce montant global ne doit pas excéder 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ça représente combien? Ça représente 196,25 € en 2025. Ce montant, comme l'a dit Alexandre, ben, le but c'est qu'il soit exonéré de cotisations sociales. Donc ça peut être une forme, effectivement, d'avantage à fournir à vos salariés au lieu de les augmenter, leur donner des chèques cadeaux. Puis c'est la bonne période. Exactement, Alexandre, tout à fait. Alors pourquoi Alexandre d'ailleurs indique que c'est la bonne période? Tout simplement parce que à ce niveau-là, les 196,25 € que vous voyez apparaître à l'écran, ça c'est tout au long de l'année. On peut donner, voilà, Alexandre, demain, ton employeur peut effectivement te donner 196,25 € exonérés de cotisations sociales. Mais en plus, il peut rajouter en plus, à nouveau, en clair, un chèque cadeau qui peut aller jusqu'à effectivement 196,25 € à l'occasion, par exemple, d'un événement particulier comme Noël. Et donc, effectivement, comme le dit Alexandre, selon certaines fêtes, il est possible, effectivement, de bénéficier en plus de cette exonération de cotisation et de rajouter en fait des chèques cadeaux pouvant aller jusqu'à 196,25 €. On va avoir comme événement particulier la naissance d'un enfant, l'adoption, bien sûr, le mariage, le Pacs, le départ à la retraite, la fête des mères, des pères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël. Alors Noël, ça ira jusqu'aux enfants, jusqu'aux salariés disposant d'enfants, en fait, ayant jusqu'à 16 ans, en clair. Mais un salarié sans enfant peut bien sûr percevoir un chèque. Mais c'est qu'on peut en fait en avoir pour les enfants des salariés jusqu'à 16 ans, révolus dans l'année civile. La rentrée scolaire également, pour les enfants âgés de moins de 26 ans. Donc, il faut penser à ces leviers-là parce que ça peut être des bonus en fait qu'on va donner à ces salariés de manière totalement exonérée. Donc, l'utilisation doit être déterminée, c'est-à-dire qu'il y a un bon d'achat qui doit être remis aux salariés, qui doit mentionner la nature du bien ou le magasin. Vous avez des prestataires qui vous proposent en fait ces chèques cadeaux et le montant donc toujours doit être en dessous en fait de ces 196,25 € pour cette année. Et en cas de non-respect des conditions, c'est soumis à cotisation sociale dès le premier euro. Donc attention, c'est dommage par contre de ne pas vérifier ces limites parce que dans ce cas-là, vous serez soumis à cotisation sociale. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces chèques cadeaux. Et on va voir qu'on peut aller plus loin. Alors Alexandre, est-ce que tu aimes la culture? J'aime beaucoup aller au cinéma et au théâtre. C'est parfait. Ça va être l'occasion, effectivement, là aussi, pourquoi pas, d'augmenter tout simplement Alexandre, mais d'une manière un petit peu spécifique par les chèques culture. Donc l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de le rétribuer par le biais de chèques culture. Ces chèques doivent financer exclusivement des biens ou des prestations de nature culturelle. Alors là-dessus,
Vous allez voir, il y a un certain nombre de liens. Alexandre a parlé de théâtre, de cinéma, c'est le cas, donc les billets de cinéma, aucun souci, les billets pour les musées, les livres, les bandes dessinées, les places de spectacle, mais aussi les supports musicaux ou vidéo. Donc il faut savoir qu'il est possible effectivement de donner des abonnements, téléchargement de musique en ligne, abonnement musical en ligne, etc. Et vous allez voir tout l'attrait, c'est que là, pour le coup, il n'y a pas de limitation à 196,25 euros, Alexandre. Donc là, c'est illimité, en clair. Donc à partir du moment où c'est culturel, on pourrait donner à nos salariés, effectivement, tout simplement, des montants qui sont exonérés de cotisations sociales, mais sans limitation, à partir du moment où c'est des places de cinéma, par exemple. C'est l'exception culturelle française. Exactement, Alexandre. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, c'est pour favoriser la culture. Vous allez voir que néanmoins, il y a des exclusions. Sont exclues les compétitions ou manifestations à caractère sportif, donc tout ce qui va être billet pour ticket d'entrée pour aller voir des matchs, par exemple, et les équipements qui permettent la lecture des supports musicaux audiovisuels. Parce que là, l'idée, c'est pas d'aller dans les meubles audiovisuels, dans les supports technologiques, etc. C'est pas le grand écran de télévision ou la prise en charge du coût de l'abonnement Internet, etc. Donc là, on ne va pas aller jusque-là. Je vous ai parlé effectivement d'abonnement. L'abonnement, ça concerne la musique en ligne. Ça ne concerne pas, par exemple, un abonnement comment dire, payant pour la télévision. Ça va pas non plus concerner l'acquisition de matériel comme l'ordinateur, un téléphone portable. Donc attention à pas trop s'égarer non plus sur le contenu, tout simplement, de ces chèques culture. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérification qui est faite. Le chèque culture doit être exclusivement échangeable contre ces biens à prestations ou des prestations à caractère culturel. Il y a un contrôle qui est mené par l'URSSAF. Et donc, il faut faire attention quand vous faites appel à un prestataire sur ces chèques culture, vérifiez bien le contenu, parce qu'on sait qu'il y a des chèques qui vous permettent d'acheter en clair un ordinateur portable. Et bien là, dans ce cas-là, ça serait dommage de risquer un redressement URSSAF à cause du contrat passé avec un prestataire. Donc voilà le moyen, en clair, de faire plaisir à votre salarié, de faire plaisir à Alexandre, et en même temps, tout simplement de ne pas augmenter le salarié de sa rémunération classique et de le soumettre à cotisation sociale. Et de participer au dynamisme culturel. Exactement. Donc en clair, 3 en 1. On va voir ensuite d'autres moyens, donc toujours en restant sur les chèques, les chèques vacances. Donc dans les entreprises de 50 salariés et plus, en clair, c'est le CSE qui remplit ce rôle. Mais dans l'hypothèse où il n'existe pas de CSE en raison d'une carence, c'est-à-dire il n'y a pas de candidat, donc il y a une carence au niveau du CSE, tout simplement, l'employeur va appliquer le même régime que le CSE, c'est-à-dire qu'il va y avoir une exonération totale de cotisation sur les chèques vacances. C'est le premier point. Si effectivement il y a des représentants du personnel, l'employeur ne doit surtout pas participer à ces chèques vacances puisque c'est le CSE qui doit prendre le pas et le mettre en place au sein de la société. À défaut, redressement pour l'employeur. Dans les entreprises de moins de 50 salariés sans CSE, là pour le coup, on différencie un petit peu la situation. Pourquoi? Parce qu'en clair, dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n'est pas censé y avoir de CSE avec un budget des activités sociales et culturelles. Donc, il n'est pas censé y avoir de chèque vacances. Si jamais c'est le cas, tant mieux, on passera par le CSE. Si jamais, par contre, ce n'est pas le cas, alors on passera par le CSE, ce sera exonéré totalement. Si ce n'est pas le cas, comme dans la majorité des situations, dans ce cas-là, la contribution de l'employeur est exonérée à hauteur de 80% de la participation au chèque vacances. Le salarié, en clair, doit participer à hauteur de 20% minimum si on veut bénéficier d'une exonération. Ces 80%, c'est uniquement si la rémunération moyenne du salarié au cours des 3 derniers mois est, en clair, inférieure à 3 864 euros par mois. Rémunération brute. Si effectivement cette rémunération est au-delà, on considère que les moyens financiers du salarié sont déjà assez conséquents et donc la participation de l'employeur ne sera que de 50% sur le chèque vacances. Ce chèque vacances va vous permettre, bien sûr, pour les salariés, de bénéficier davantage pour les billets de train, pour partir en vacances, etc. Et il y a une majoration qui est prévue pour les enfants. On peut aller jusqu'à 85%, par exemple, si on a un enfant à charge. Alexandre, est-ce que tu as des enfants? 2. 2. Alors dans ce cas-là, parfait. C'est parfait parce que tu vas pouvoir
bénéficier, en clair, enfin, ton employeur va pouvoir te donner un chèque vacances et sera exonéré à hauteur de 90%, puisqu'il y a une majoration de 5% par enfant à charge. Donc 90% pour l'employeur de manière exonérée. Et ça, c'est avantageux parce qu'Alexandre n'aura à payer que 10% sur son chèque vacances. Donc voilà ce qui est intéressant. La majoration peut aller jusqu'à 10% si on est dans une situation d'un enfant handicapé à charge, d'un titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte priorité pour personnes handicapées, c'est pour le salarié en lui-même. Hein. Et la limitation, c'est 15%, donc il y aura toujours en fait 5% à la charge du salarié, c'est normal, c'est l'idée générale qu'on se fait de ce chèque vacances, une participation quand même du salarié, et donc une exonération pour l'employeur. Donc voilà encore un chèque qu'on peut utiliser pour augmenter, participer aux vacances de ses salariés, les aider, et ça peut derrière apporter un avantage conséquent, Alexandre. Hein. Et puis on va voir le dernier. Alexandre, tu le connais, je pense. Bah, j'en ai déjà. Exactement. Les titres restaurants, donc là, bon, tout le monde a compris effectivement où on en vient, l'employeur ou le CSE. Il faut le savoir, le CSE aussi peut participer au financement des repas des salariés. Mais pour rappel, l'employeur n'a pas l'obligation de participer à ce financement-là. Ça, il faut bien le rappeler. Il a l'obligation de le faire quand le salarié est en déplacement professionnel, Alexandre. Quand tu pars en mission, ben là, dans ce cas-là, l'employeur, au titre des frais professionnels, doit participer au repas. Par contre, si tu travailles normalement tous les jours dans ton établissement, là, dans ce cas-là, ben, il n'y aura pas de participation obligatoire de l'employeur. Mais il peut le faire. Il peut le faire de manière exonérée, en clair, par le biais des titres restaurants. Alors, il peut le faire jusqu'à quel montant? Ça va intéresser Alexandre pour pouvoir le repas, par exemple, de ce midi. Ben, la contribution patronale doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre restaurant. Ça, c'est une obligation, c'est la première condition, entre 50% et 60% de la valeur du titre. Et au niveau du titre, 7,26 euros maximum en 2025 pour aboutir à un montant maximum de tickets restaurant de 14,52 euros puisque le salarié va participer pour compléter bien sûr. Donc en clair, l'employeur peut aller jusqu'à 7,26 euros, Alexandre, pour participer à ton repas, mais ton ticket restaurant que tu peux utiliser tous les jours, ça va être 14,52 euros. Et même, il faut savoir que dans l'utilisation, à l'heure actuelle, on peut toujours utiliser le ticket restaurant jusqu'à 25 euros par jour. Ça, c'est bien de le rappeler. Donc, tu peux aller plus loin que le ticket restaurant qu'on te donne par jour. Un salarié ne peut recevoir qu'un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Qu'est-ce que ça veut dire, Alexandre, en clair? Ben, ça veut dire tout simplement... Si je travaille pas de ticket. Voilà, c'est ça. Et si tu travailles que le matin, par exemple, bah, pas de ticket non plus. Exactement. Il faut que tu travailles l'après-midi, donc il faut que tu viennes travailler cet après-midi pour avoir un ticket restaurant. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que sinon, on contrevient à la règle. Et si je travaille le week-end? Alors, si tu travailles le week-end, pas de... Alors, il va y avoir effectivement un titre restaurant, effectivement, si tu travailles le week-end, tout à fait. Ça, c'est exact. Il n'y a pas lieu, par contre, de délivrer de titres restaurant pour les périodes non travaillées. Par exemple, si tu tombes malade, donc ça, pas de titre restaurant. Si je suis en congé. Et voilà, si tu es en congé, pas de titre restaurant non plus. Par ailleurs, si jamais tu pars en déplacement, on l'a dit tout à l'heure, ton employeur t'envoie en déplacement et donc te rembourse, parce que ce sont des frais, là, pour le coup, professionnels. Dans ce cas-là, est-ce que tu as droit à un titre restaurant? Non. C'est ça. Mes frais. Exactement, c'est ça. Et puis, dernière question, pour le télétravail? Pour le télétravail, il y aura des titres restaurants également, puisque la législation s'est positionnée sur ce point avec la jurisprudence. Il est possible, par contre, de faire varier la valeur des titres en fonction de l'éloignement du domicile des salariés. C'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais ça va dépendre. Effectivement, si un salarié habite plus loin que toi, en clair, ben, on va pouvoir faire varier la valeur du titre restaurant afin de privilégier ceux qui se trouvent dans l'impossibilité de regagner celui-ci pour le repas. Donc là, il ne faudra pas être jaloux de cet autre salarié, Alexandre. Il aura le droit d'avoir un titre restaurant avec un montant un peu plus élevé. Il faut que je m'éloigne. Exactement, c'est ça. Lorsque le CSE participe, pour finir conjointement avec l'employeur,
Est-ce que tu penses, Alexandre, que tu peux avoir deux titres restaurants, Bah, un pour l'employeur non. et le CSE? Et non, effectivement. Ça fait strict là-dessus. Oui. Donc, attention aux limitations. On restera vraiment avec 7,26 maximum de participation employeur, 14,52 euros donc maximum pour, avec la participation salariée en plus. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur ces titres de paiement, si on peut dire. Ben, merci beaucoup, Jules, pour toutes ces explications. On va passer maintenant donc, au deuxième levier. En fait, c'est la prise en charge de certaines dépenses personnelles. Alors, on parle ici de services à la personne, de garde d'enfants, de sport, de logement. Ces aides ciblées répondent directement, en fait, surtout aux nouvelles attentes des collaborateurs, tout en bénéficiant, là encore, d'exonération de cotisations. Elle constitue un excellent moyen de fidéliser vos équipes tout en renforçant votre image d'employeur responsable. Alors Jules, est-ce qu'on peut faire le point justement sur ces aides, comprendre comment ces aides peuvent être intégrées dans une politique de stratégie de rémunération globale? Et là encore, il y a un cadre juridique à respecter. Tout à fait. Tu as parlé d'enfants, tu nous as dit voilà, si tu avais deux enfants, il est possible effectivement, si ce sont des enfants en bas âge, tout simplement parce que l'employeur ou le CSE participe aux frais de vie en fait personnels du salarié. Donc on va voir tout ce qui est service à la personne. Les activités, ça concerne l'entretien de la maison, travaux ménagers, et justement la garde d'enfants. Par exemple, on sait que c'est des dépenses, Alexandre, pour le salarié, hein, des dépenses conséquentes. Donc, il y a une possibilité de participer, en tout cas aux frais d'Alexandre, à hauteur de 2 540 euros par année civile, donc sacré bonus, par bénéficiaire, cumulable pour deux personnes si jamais on a un couple au sein de l'entreprise. Et en clair, il faudra simplement justifier des coûts supportés. Alors bien sûr, Alexandre, si tu as 2000 euros de frais de garde d'enfant, bon, on s'arrêtera à 2000 euros. Bien sûr, c'est dans la limite, bien sûr, des frais que tu as. L'URSSAF fait un contrôle là-dessus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le service à la personne. Ça peut être également si vous avez des personnes âgées, hein, tout simplement les salariés qui ont des personnes âgées chez elles, hein, à charge. Les aidants, Voilà, les aidants, tout à fait, c'est ça. C'est très intéressant. La cantine, on reste sur le thème des repas. L'employeur peut participer, là aussi le CSE également, aux frais de cantine de ses salariés. Alors là, il y a un petit système à ce niveau-là. Le système, il est que c'est une participation du salarié à hauteur de 5,45 en clair euros. Donc ça, c'est pour la valeur d'un avantage en nature en 2025. Et lorsque cette participation est inférieure, si on a une participation du salarié qui est aux alentours, en fait, qui est inférieure à la moitié de ces 5,45, 2,73 euros, la participation de l'employeur est soumise à cotisation sociale. Attention à ça. Par contre, si la participation du salarié est supérieure ou égale, en clair, à 2,73 euros, là, il n'y aura pas, en clair, de cotisation sociale sur la participation de l'employeur. Donc, vous voyez que ça peut être très intéressant à ce niveau-là, pour un employeur, en tout cas, de mettre en place cela. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait une cantine à ce niveau-là à côté, à disposition, en sachant que si le salarié achète une boisson, c'est la partie elle que je n'est préfère. pas comprise, exactement, elle n'est pas comprise dans l'avantage en nature. On parle d'une boisson, bien sûr, non alcoolisée. Et la tolérance, il faut savoir que ça, c'est une tolérance hein, de la part de l'URSSAF. La tolérance concerne non seulement le repas consommé sur place hein, à la cantine, mais aussi ceux, tout simplement, des salariés en télétravail qui se font livrer. Et on exclut là aussi la livraison, les frais de livraison. Donc ça peut être très intéressant pour l'employeur hein, à ce niveau-là, puisque c'est pas compris dedans. Donc vous bénéficierez en tant qu'employeur de l'exonération de cotisation sociale si vous respectez la première règle au-dessus. Et par contre, la tolérance ne joue pas en cas de repas livré sur les locaux de l'entreprise. Alors là, c'est différent, hein, c'est qu'on fait appel en clair à une plateforme, voilà, un prestataire, hein, on voit tous de qui on parle, pour se faire livrer sur son lieu de travail. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ces frais-là. Pour le sport, et oui, le sport également peut servir de moyen de levier hein, pour augmenter ses salariés. De levier de performance. Voilà, de levier de performance. S'il y a une mise à disposition d'équipements sportifs à usage collectif, l'employeur, là pour le coup, va pouvoir bénéficier d'une exonération de cotisation sociale. Donc en clair,
s'il y a une mise à disposition d'équipements sportifs, il n'y a pas de limite de montant. Vous pouvez mettre en place une salle de sport, vous pouvez la louer, vous pouvez mettre en place des vestiaires douches, un accès collectif à une salle de sport, un abonnement, une fourniture de matériel sportif, etc. À partir du moment où l'ensemble du personnel est concerné, dans ce cas-là, il n'y a pas de limite de montant, c'est exonéré. Pour le financement, par contre, de prestations sportives, c'est-à-dire la participation financière à des cours collectifs d'activités physiques et sportives, le financement de compétitions ou d'événements sportifs, là encore, il faut s'assurer que l'ensemble du personnel soit concerné, informer l'ensemble des collaborateurs que ça existe, ça c'est essentiel. Et il y a une limite, c'est 5% du PMSS, c'est 196,25 euros, c'est facile à retenir, c'est la même chose que pour les chèques cadeaux. Donc voilà. Et fois, bien sûr, l'effectif ETP de l'année précédente. Donc voilà la limite. Il y a un cumul qui est possible en plus si les activités sociales et culturelles du CSE viennent s'additionner. Donc voilà, c'est ça qui peut être intéressant. Pour finir, la médaille du travail à ce niveau-là. Alors la médaille du travail, c'est en clair une médaille que peut demander un salarié qui est reconnu par l'État. Donc la demande se fait en respectant une procédure particulière. Et en plus de cette médaille du travail qui est octroyée donc par l'État, l'État ne participe pas financièrement, hein, mais en plus par contre de cette médaille du travail, l'employeur ou le CSE, il faut le savoir, peut verser une somme d'argent exonérée de cotisations sociales, au maximum un mois de salaire de base, première chose, et c'est la rémunération brute habituelle du salarié à l'exclusion, attention, des primes ou indemnités, hein. Donc, un mois de salaire brut. Et ça peut être très intéressant pour augmenter ses salariés là aussi. Ça peut être un bonus pour féliciter l'ancienneté, tout simplement. Donc, on peut aller jusqu'à un mois de salaire exonéré. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce niveau-là sur ces dispositifs, Alexandre. Merci beaucoup, Jules. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions à tout moment donc à Déborah qui est en back-office et qui vous répond en direct, en fait, à la fois dans le chat et dans la partie QR donc pour questions-réponses. On va maintenant ouvrir un nouveau chapitre, le 4e chapitre consacré à la participation donc aux dépenses professionnelles. Alors, certaines dépenses liées à l'activité professionnelle peuvent être remboursées ou partiellement prises en charge dans un cadre, on va dire, fiscalement avantageux. C'est notamment le cas des frais de déplacement domicile-travail, de l'usage professionnel d'un véhicule personnel ou encore les indemnités de télétravail. Et lorsqu'elles sont correctement encadrées, ces aides ne sont pas simplement considérées comme un complément, enfin, sont vraiment considérées comme un complément de salaire et restent exonérées, là encore, de cotisations sociales, bien sûr, en respectant des plafonds et des justificatifs à fournir. C'est ça, tout à fait. Donc, comme l'a dit Alexandre, on va voir tout de suite le premier, c'est les frais de trajet. Donc, si effectivement, Alexandre, tu souhaites que ton employeur participe à tes frais de trajet personnels, bien sûr, hein, du domicile au lieu de travail, et pas dans le cadre d'un déplacement professionnel, eh bien là, dans ce cas-là, il y a une possibilité d'action pour l'employeur. Une partie des frais d'essence peut être pris en charge par l'employeur, 300 euros par an, exonérés de cotisation et par salarié, bien sûr. On va voir ce qui est prévu pour l'année prochaine. Pour l'instant, on n'a pas encore le montant. C'est un petit peu moins que l'année dernière, hein. On s'en rappelle, c'était 400 euros, mais c'est toujours ça de prix. Donc ça, c'est pour les frais de carburant ou d'alimentation électrique si tu as une voiture électrique, Alexandre. Donc voilà ce qui peut être fait. Attention, par contre, je crois à ce niveau-là que, alors, c'est pas je crois, c'est qu'ils sont totalement exclus certains salariés qui ont leur résidence dans une zone couverte, hein, par un réseau de transport en commun, où il y a un avantage en nature véhicule avec essence comprise. Donc là, à ce niveau-là, si vous avez des véhicules de fonction que vous remettez à vos salariés qui peuvent utiliser dans leur cadre privé, attention, parce que dans ce cas-là, ce ne sera pas possible de verser les 300 euros. Ou sinon, enfin, un transport gratuit assuré par l'employeur, mais ça, c'est pour les plus grosses structures, hein. On est vraiment dans un gros domaine. Et puis, le forfait mobilité durable, je ne sais pas si tu es une fan de vélo, Alexandre. Oui. Bien, écoute, tu vas pouvoir en fait bénéficier en supplément à ce niveau-là, c'est 600 euros que peuvent verser en fait l'employeur de manière exonérée par salarié par an. Donc ça peut être très intéressant. Alors attention, par contre, si l'employeur verse déjà 300 euros pour les frais de carburant, il pourra rajouter que 300 euros pour l'utilisation claire d'un vélo. Voilà, c'est le montant maximum. Sauf que, si en plus, Alexandre, tu utilises des abonnements de transport en commun, le bus par exemple, à ce niveau-là, on peut aller jusqu'à 900 euros par an. Donc en clair,
On peut prendre son vélo, sa trottinette électrique, etc., aller en plus dans le bus, et là, dans ce cas-là, ça peut aller jusqu'à 900 euros. Donc, c'est très intéressant. Pour rappel, les transports en collectif, l'employeur est dans l'obligation de prendre en charge 50%. Ça peut monter jusqu'à 75% exonéré, mais l'obligation reste à 50%, hein. Donc, voilà. Pour finir, s'il y a une déduction forfaitaire spécifique pour tout ce qui est transport à ce niveau-là, par exemple, pour frais professionnels, ben là, il n'y aura pas de cumul, hein, avec ce forfait. Et pour finir, la mutation, le déplacement à l'étranger, ben là, effectivement, on va avoir la possibilité de bénéficier de dépenses qui vont être exonérées de cotisations sociales pour les frais de déménagement, par exemple, mais il faut justifier ces dépenses réelles, les frais inhérents à l'installation dans un nouveau logement, les frais de dépenses, en clair, hébergement provisoire, frais supplémentaires de nourriture. Bien que ce soit des frais personnels du salarié, l'employeur peut tout à fait, dans le cas d'un déplacement, d'une mutation, etc., même si c'est le choix du salarié, ben, participer à ces frais-là de manière exonérée. Donc voilà, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce point. Parfait, bah, merci beaucoup Jules. On va poursuivre avec un grand classique, l'épargne salariale, participation, intéressement, plan d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite. Ce sont des outils puissants pour associer les collaborateurs à la performance collective de l'entreprise, tout en bénéficiant en fait, d'un régime fiscal et socialement extrêmement avantageux. Ces dispositifs vraiment bien calibrés permettent en fait de redistribuer les résultats de l'entreprise sans supporter le poids des cotisations patronales habituelles. Et c'est l'un des piliers d'une stratégie de rémunération intelligente que tu préconises, Jules. Et on ouvre le bal avec la prime partage de la valeur, exprime Macron. Exactement. Alors on en a déjà parlé suffisamment, mais on retrouve encore trop d'employeurs qui versent des primes et soumises à cotisation sociale. Classique, tout simplement. Attention, attention, parce que vous pouvez avoir le même bénéfice, mais de manière exonérée. La prime de partage de la valeur, donc ça c'est très intéressant, ça peut se mettre en place facilement sans passer par un accord d'entreprise obligatoirement. On peut le faire via une DUE qu'on propose nous pour un montant de 120 euros hors taxe. Peut vous le mettre en place assez rapidement, assez facilement. Pour ceux qui seraient en retard, qui l'auraient déjà versé et qui n'ont pas rédigé le document qu'il faut, on peut le faire aussi, on peut vous aider là-dessus. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, en plus de l'exonération de cotisation sociale, il y a une exonération de CSG et d'impôt sur le revenu jusqu'en 2026. Donc même l'année prochaine, on pourra le faire. Par contre, en 2027, ça s'arrête là. Donc pensez bien que l'année prochaine ou même cette année, ben, on peut exonérer de cotisations sociales, mais aussi de CSG, d'impôt sur le revenu, selon votre effectif, en clair. Par ailleurs, un montant maximum de 3 000 euros par an et par bénéficiaire. Ça peut aller jusqu'à 6 000 euros si vous avez mis en place un accord d'intéressement ou un accord de participation de manière non obligatoire, facultative. Au-delà de 50 salariés, la participation, c'est obligatoire, donc on ne le prendra pas en compte. 2 primes par année civile, donc on peut, si on le souhaite, verser un premier montant, et puis on voit qu'on a des bons résultats à la fin de l'année, et bien on verse un deuxième montant de manière exonérée, avec 4 versements. On n'est pas obligé, on peut espacer les versements aussi, hein, pour une seule prime, donc ça permet d'échelonner ces paiements, hein, de ne pas se retrouver à court de trésorerie d'un coup. Et pour finir, les critères de modulation, oui, alors il faut pas, on est obligé de la verser à l'ensemble du personnel, mais on peut diminuer le montant en fonction de certains critères, la rémunération, la classification, l'ancienneté, la durée contractuelle de travail ou la présence effective, c'est-à-dire les absences qu'ont les salariés. Ben, on va diminuer le montant en fonction de ces critères-là pour favoriser selon ce que vous souhaitez en fonction de ces critères-là. La possibilité, enfin, est ouverte de verser la prime de partage de la valeur sur un plan d'épargne, si vous en avez au sein de la société, tout simplement, pour favoriser, en tout cas, les salariés qui se verraient appliquer un impôt sur le revenu, par exemple. Donc voilà l'idée en clair, hein. Par ailleurs, on a également le plan de partage de valorisation de l'entreprise, un petit peu plus complexe à mettre en place. On a un taux de variation de la valeur de l'entreprise, soit le montant de référence qui est fixé pour chaque salarié. Ça, c'est quelque chose qui est défini par accord d'entreprise, tout simplement. Par contre, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller jusqu'à 75% du PAS, 35 325 euros en 2025,
N'hésitez pas à faire appel à ça si vous souhaitez aller plus loin, de manière exonérée. Donc, vous voyez, il y a possibilité de verser des gros montants de manière exonérée pour faire plaisir à ses salariés, sans pour autant passer par une augmentation individuelle. Alors, par contre, là, pour le coup, effectivement, ça sera collectif, vu que c'est par accord d'entreprise, mais on favorise tout simplement la valorisation de l'entreprise. Il faut que la valeur de l'entreprise augmente, les bénéfices, etc. On peut le rédiger dans l'accord. Il y a des critères de modulation, rémunération, classification, durée contractuelle de travail, et le versement, là aussi, peut être réalisé en une ou plusieurs fois. On a l'intéressement, également, Alexandre, je pense que tu le connais bien à ce niveau-là, l'intéressement, une répartition uniforme, proportionnelle soit au salaire, soit au temps de présence de chaque salarié, soit au cumul des deux, si vous le souhaitez, par le biais d'un accord d'entreprise ou d'une DUE, et le total de versement ne peut pas verser à l'ensemble des salariés, ne peut pas excéder 20% du total des salaires bruts versés, et la somme elle-même individuelle versée par un salarié ne peut pas dépasser 34 776 euros en 2025. Alors pourquoi? Parce que c'est calculé sur, en clair, les résultats ou les performances de l'entreprise en 2024. Et en 2025, ça sera 35 325 euros. La participation, là, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est pas vous qui allez définir la formule de calcul. La formule de calcul, elle est déjà faite, en fait. Là, elle s'applique sur les bénéfices de l'entreprise. La formule est légale. On peut prévoir une formule plus avantageuse, mais on reste sur au minimum ce mode-là. C'est uniforme là aussi, applicable à l'ensemble de l'entreprise, les mêmes limites. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'épargne salariale. Ok, on va passer donc au dernier chapitre, au dernier levier, donc les contrats collectifs avec mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire. Alors souvent perçus comme une véritable contrainte administrative, ils sont en réalité un outil de rémunération différé très puissant. Ils garantissent à la fois de la protection, de l'attractivité et de la fidélisation, tout en restant largement exonérés de charges sociales, sous réserve encore de conformité au cadre légal. Exactement. Alors, la première chose, c'est la mutuelle, la prévoyance. Tu as une mutuelle, je pense, du coup, Alexandre. Eh bien, ton employeur peut t'aider à participer à cette mutuelle. Il a l'obligation de prendre en charge 50% de ce montant, mais s'il le souhaite, il peut aller plus loin pour t'aider. On peut le faire via le biais d'une DUE. On vous invite à vous rapprocher de nous pour la rédiger, tout simplement. Et à ce niveau-là, la limite, c'est 6% du plafond de sécurité sociale et 1,5% de la rémunération brute annuelle du salarié. Donc, ça va dépendre en fait de la rémunération du salarié. Et il y a une limite absolue, c'est que l'ensemble de ces deux montants, en clair, ne doit pas dépasser 12% du montant du plafond de la sécurité sociale. Ça représente quand même 5 652 euros pour 2025 et 5 767 euros pour 2026. Donc, Alexandre, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a, c'est vrai, beaucoup de salariés qui parfois disent qu'ils paient trop de cotisations mutuelles. C'est l'occasion tout simplement de les avantager tout en étant exonérés. Pour finir, là aussi, la retraite supplémentaire. À ce niveau-là, les parts patronales sur la retraite supplémentaire, alors ça s'adresse plus si vous avez un personnel, ça peut intéresser un personnel d'un âge un peu plus important qui s'inquiète un petit peu pour la retraite. Eh bien oui, l'employeur peut participer de manière supplémentaire à la retraite sur un régime de retraite supplémentaire. Il va y avoir une participation de l'employeur exonérée à hauteur de soit 5% du plafond annuel de sécurité sociale, 2 355 euros en 2025, 2 403 euros en 2026, ou 5% de la rémunération brute annuelle, donc 11 775 euros pour 2025 ou 12 015 euros pour 2026. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire à ce niveau-là. C'est vrai que c'est des leviers à prendre en considération selon un petit peu tout simplement votre effectif et puis également votre population de salariés. Justement, je voulais profiter de cette occasion pour vous présenter donc, notre partenaire Vesta Solutions, qui est courtier expert en assurance. Une statistique très intéressante à partager avec vous. Chaque année, plus de 80% des entreprises reconduisent leur contrat santé sans aucune mise en concurrence. Donc, résultat, on les connaît, ce sont des hausses tarifaires régulières sur vos contrats santé, prévoyance ou retraite, sans explication et surtout sans stratégie claire d'optimisation. Et on voit bien, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, avec Vesta Solutions, on vous propose de bénéficier d'un diagnostic complet, indépendant et gratuit, sans engagement, de vos contrats actuels, santé, prévoyance, retraite et hommes clés.
Les experts de Vesta Solutions vont passer en revue et analyser vos garanties actuelles, vos risques et besoins réels. Et ils vont également vérifier votre conformité réglementaire et conventionnelle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne prend pas souvent en compte, mais qui a vraiment une importance. Et ils vous remettront en fait, des préconisations sur mesure avec une comparaison claire à garantie équivalente. Alors, c'est à la fois intéressant d'un point de vue budgétaire, parce que vous optimisez vos coûts en alignant vos tarifs sur le marché grâce à la mise en concurrence, surtout sans baisser vos niveaux de couverture. Côté conformité, vous êtes certain de respecter vos obligations légales et conventionnelles. Et côté RH, vous renforcez votre marque employeur en valorisant en fait, vos avantages collaborateurs. Donc, si vous souhaitez en savoir plus et pourquoi pas bénéficier d'un diagnostic gratuit, je vous partagerai le lien dans le mail de remerciement, donc avec le replay et le support de présentation directement à ce moment-là. On va pouvoir ouvrir maintenant notre session de questions-réponses. Bonjour Déborah. Est-ce qu'on a été très actif côté questions et côté réponses? Oui, on a quelques questions, on n'en a pas en suspens, donc c'est le moment, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Alors allez-y, je vous rappelle que vous avez soit le chat dans la conversation, soit la partie, soit entrer directement dans l'onglet QR en haut de votre écran. Peut-être un petit mot de conclusion, Jules. Vous l'aurez compris, la rémunération aujourd'hui, ça se résume plus simplement au salaire. Au-delà d'une simple addition de dispositifs qu'on a vu aujourd'hui, la rémunération est vraiment un levier de culture d'entreprise et de performance. Elle raconte ce que l'entreprise valorise vraiment, en fait, la performance, bien sûr, mais aussi la coopération, la fidélité, l'innovation, l'esprit collectif. C'est tout ça qu'on peut récompenser, en fait, avec ces packages. Et c'est tout l'enjeu, en fait, d'une stratégie qui fait le lien entre la vision de l'entreprise et surtout la réalité vécue par les collaborateurs. Alors, une stratégie qui équilibre reconnaissance individuelle et réussite collective, une stratégie surtout qui crée du sens, parce que oui, une politique de rémunération cohérente, c'est un levier de développement aujourd'hui pour l'entreprise, c'est un levier de reconnaissance, un levier de transparence et d'engagement. Mais pour qu'elle joue vraiment pleinement son rôle, en fait, il faut aussi qu'elle soit valorisée, il faut la rendre visible et surtout, aujourd'hui, dans le contexte actuel, la mesurer. Donc, trop souvent, les entreprises aujourd'hui investissent massivement dans des dispositifs sans vraiment en mesurer l'impact, ni le coût global et ni le ressenti sur les salariés, en fait. Parce que c'est essentiel aujourd'hui de disposer d'une vision claire et d'un outil qui va vous donner à voir en fait, ce que l'entreprise met réellement en œuvre. Et c'est exactement le rôle du BSI, donc du bulletin social individualisé. Le BSI, c'est un outil simple, puissant. Il rend visible ce que trop souvent, ce qui est invisible. Il met en valeur avec transparence et pédagogie l'ensemble de la rémunération globale, surtout au moment des entretiens individuels où ça vous donne aussi un certain poids et cette mise en avant des différentes formes de rémunération peut être hyper intéressante. Alors, j'avais un exemple hyper concret à partager par rapport à ce que vous avez dit. Par exemple, on prend l'exemple concret des titres restaurants. Ils sont acquis et consommés par le salarié, mais aujourd'hui complètement vidés de leur sens primaire qui leur est octroyé, qui est vraiment un complément de rémunération. Justement, le BSI va vous permettre de remonter cette information et de la mettre en évidence, à la fois surtout la part patronale en fait investie par l'entreprise au profit du salarié et de la réintégrer dans le package de rémunération. Je vais juste faire un petit calcul mental rapide. 20 titres restaurants à peu près par mois, selon, bien sûr, tu l'as précisé, selon mes périodes de travail. On va dire un ticket moyen, j'ai regardé à peu près, c'est un peu moins de 10 €. Donc, on va faire 20 fois 10. On va dire qu'on est sur une prise en charge à 60% de l'employeur, ce qui correspond quand même à un montant de 1 440 € de complément de rémunération qui est complètement acquis sous silence. Alors finalement, penser la rémunération comme une stratégie, c'est vraiment donner du sens à la valeur créée et partagée par l'entreprise. C'est faire de la rémunération non pas un coût, mais un levier dynamique collectif et un moteur de performance durable. Et je crois que c'est ce qui fera vraiment la différence demain entre les entreprises qui subissent et celles qui inspirent et qui auront plus de facilité à recruter. Est-ce qu'on a des questions sur lesquelles on n'aurait pas répondu, Déborah, de ton côté ? Alors, on en a juste une sur le BSI, à savoir, est-ce que c'est obligatoire? Non, il n'y a aucun caractère obligatoire. Je vais me permettre de répondre, Jules. Bien sûr. Ouais. Il n'y a aucun caractère obligatoire sur le BSI. Mais c'est essentiel, comme tu l'as dit, pour former les salariés.
tout simplement. Surtout, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment un outil de transparence en fait qui va vous permettre en fait de poser à plat l'ensemble des éléments de la rémunération. On l'a dit au début de la conclusion. Aujourd'hui, la rémunération n'est plus uniquement concentrée sur le salaire brut. Il peut y avoir pas mal de compléments et ça vous permet en fait, au moment de vos entretiens principalement, de permettre peut-être aux salariés de mieux intégrer les efforts qui ont été faits par l'entreprise de participation à différentes formes de dépenses. On l'a vu, la culture, les chèques restaurants, la participation, l'intéressement. Exactement. Et ça va permettre en fait surtout d'être beaucoup plus transparent et surtout de rendre cette politique salariale plus attractive et partagée. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Tout à fait, Alexandre. Pour finir, on a développé en clair tous ces éléments. Bien sûr que derrière, si vous avez une stratégie à adopter, on est à votre disposition. Vous avez l'adresse du service juridique et donc vous n'hésitez pas à nous consulter, à nous contacter pour nous faire part en fait tout simplement de votre demande. Et je pense on a développé un petit peu tous les avantages qu'il y a justement à adopter une vraie stratégie de rémunération. Exactement. Et je vois, j'ai un petit message de Ophélie de la Fédération française de tennis qui nous remercie pour la mise en place du BSI depuis 3 ans au sein de la fédération. Donc on voit véritablement que c'est aujourd'hui un outil qui est efficace et souvent très peu utilisé. Merci à tous pour votre présence et votre confiance. J'espère que vous avez apprécié cet événement. Vous avez vu un nouveau format plus convivial avec Jules en direct dans notre salle de réunion du 3e étage à Pau. N'hésitez pas justement, comme disait Jules, à contacter notre équipe conseil pour avoir plus de détails sur ces dispositifs ou un dispositif en particulier. Ils sont vraiment là pour vous accompagner et répondre à vos questions en direct. Et on se retrouve. Et j'ai une petite phrase à rajouter. Puis, si vous souhaitez en fait une mission plus complète en fait pour bâtir une vraie stratégie de rémunération adaptée à vos objectifs, à votre contexte et puis bien sûr à votre réalité, donc le budget, notre équipe RH aussi est prête à vous accompagner sur ce type de mission exceptionnelle pour construire avec vous une stratégie de rémunération. Et on voit qu'en 2026, ça va être plus jamais que nécessaire. Jules, Déborah, merci à vous également. Et oui, on se retrouve le 16 décembre, du coup, pour cette fois-ci, les mandataires. On va voir ça ensemble. Ouais, le mandataire les dirigeants. Donc, ce sera le dernier webinaire de l'année 2025. Et c'est pour en fait mieux comprendre les obligations sociales, identifier des leviers d'optimisation et puis bien sûr garantir la fameuse conformité un peu de ce statut juridique particulier. C'est ça, tout à fait. Merci à tous pour votre fidélité. On vous souhaite, désolé pour le petit dépassement de l'horaire, on a dépassé un tout petit peu au niveau du timing. On vous souhaite une très belle fin de journée et à très vite. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.